Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage, votre podcast dédié 100% aux arts martiaux mixtes. Pat, est-ce que tu es redescendu du nuage de samedi soir? Quel gala quand même l'UFC 261, hein? D'un bout à l'autre, pour vrai, de la pré-carte à la carte principale, ça a été ça a été le meilleur événement de l'année jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'on commence l'année, là, mais il va être dur à battre, hein, parce que tu sais jamais, hein, même si tu mets des grosses vedettes sur une carte, des gros noms, ça se passe quand la cloche sonne, puis tu sais jamais s'il y en a qui vont jouer plus safe ou quoi de même. Puis dans les combats de championnat du monde, les combats de 5 rounds, souvent, ça va prendre 2-3 rounds avant que ça le tente d'ouvrir. Ça n'a pas été le cas. Dans les 3 combats de championnat du monde, ça n'a pas été le cas. Puis on a eu des choses assez spéciales qui sont passées dans les 2 premiers combats de la carte principale aussi, mais la carte à RDS aussi, qu'est-ce qu'on a eu, là, ça a été du haut niveau quand même. Ouais, et l'émission d'aujourd'hui va être, je vous dirais, là, à 90% consacrée à cette carte UFC 261. Beaucoup de choses à dire, beaucoup d'implications dans les différentes catégories également, des performances spectaculaires, des gens qui ont passé vraiment des messages, des blessures aussi qu'on ne voit pas souvent. On va vous parler de malédiction aussi au cours de la prochaine heure. Restez là. On va mettre la table aussi pour le prochain événement de l'UFC ce samedi sur les ondes de RDS et parler de l'actualité. Là. Mais je vous le dis, l'UFC 261, vous allez tout savoir. Puis on va commencer ça tout de suite parce que, bon, on le disait d'entrée de jeu, ça a été une carte spectaculaire. On ne s'est vraiment pas ennuyé. 3 combats de championnat, déjà ça, c'est digne de mention. Et en grande finale, Pat, Kamaru Usman, qui a passé un message, là, puis pas à peu près à Jorge Masvidal. Quel KO il lui a passé au deuxième round. La droite, c'était de toute beauté. On ne s'attendait pas à ça. Je m'attendais à ce que Usman gagne. Mais de cette façon-là, de façon aussi décisive, wow, là. Écoute, Ousmane va devenir un problème, hein, parce que si t'es pas capable de lutter, il faut que tu te boxes. Puis maintenant, avec la boxe qu'il y a, si t'es pas capable de te boxer, t'es dans le trouble. Écoute, ce qu'il a fait, on l'a vu à la reprise, ce qu'il a fait, là, c'est vraiment très, très beau ce qu'il a fait. T'sais, il est allé avec un lazy jab pour tasser la main de Masvidal pour rentrer avec une droite percutante. Il était on the target, on va se dire, là, sur le piton. C'était toute une droite. On a vu la tête de Masvidal tourner. On a vu la sueur envoler aussi. Les photos clean. Sont incroyables. C'était clean. C'était incroyable, cette droite-là. Écoute, on s'attendait à ce que peut-être Masvidal ait un peu le dessus en début de combat avec son combat debout. Il a peut-être commencé un peu plus agressif. Du côté de Ousmane, on n'a même pas lutté dans ce combat-là. On a fait quelques feintes, mais on n'a pas vraiment été là. C'est comme un peu sa roue de secours maintenant, la lutte. C'est bizarre à dire, hein? Mais la roue de secours à Ousmane, maintenant, c'est la lutte. Si ça ne marche pas debout, ce qui est rendu extrêmement solide, il va s'en aller sur sa lutte, qui est, à mon avis, ses meilleurs atouts. Donc, si ton meilleur atout, tu as une roue de secours, tu commences à être dangereux pas mal. Là. 100%. Il est même en train de devenir spectaculaire. Oui. C'est fou, là. Oui. T'as raison, Ben. T'as raison, Ben. Pendant un bout avant qu'il devienne champion, c'est un combattant qui était un peu plus unidimensionnel, c'était tout un athlète, mais il n'était pas très spectaculaire, puis il parlait plus qu'il faisait des feux d'artifice dans l'octogone. Mais tu le disais, parce que c'est la lutte, c'était son jeu, son jeu principal. Puis veut pas, parfois ça donnait des combats un peu plus ternes, dans le sens où il dominait totalement les rounds, mais c'était au sol. C'était du contrôle de position, puis il en faisait juste assez pour pas que l'arbitre les remonte sur leurs pieds et tout ça. Mais je l'ai noté, là, je pense que c'est 3 de ses 4 derniers combats qui se sont terminés par KO. Son combat contre Colby Covington, il y a 4 combats, c'était incroyable. Ça
c'est 2 lutteurs, mais ça s'est cogné debout tout le long, puis il a réussi à en finir à la toute fin. Que dire de ce KO-là contre Jorge Masvidal? C'est ça, on pourra plus dire de Ousmane qui est plus vendeur, puis il fait pas ce qu'il faut pour être vendeur non plus. Non. T'as raison, je pense qu'il est allé chercher un gros respect. Cependant, et là, je ne veux pas m'acharner sur Ousmane, je pense pas que Masvidal méritait un combat de championnat du monde quand même. Il avait perdu son dernier combat. Là. Je veux dire, il avait perdu le dernier son combat. Puis avant, il a battu Ben Askren, OK, c'est pas un coup chanceux. Il est allé avec un flying knee, 5 secondes. Avant ça, il a battu Nick Diaz, Darren Till. C'est correct. Mais quand tu regardes ceux qui ont eu des combats de championnat du monde, des Tyron Woodley, des Colby Covington, ils ne les ont pas affrontés. Je veux dire, là, il y a Chen Luke qui s'en vient aussi. Moi, écoute, la normale. Ce qui est arrivé devait arriver. Tu comprends? Donc, moi, je pense que la logique a été respectée. Et je ne veux pas dire que Masvidal n'a pas d'affaires là, parce que je veux dire, c'est une business, on veut vendre. Le combat était déjà vendu, l'histoire était déjà faite. On voulait peut-être redonner un peu ce que Masvidal a donné à l'organisation quand il a sauvé le combat à 6 jours d'avis quand il s'est battu contre Masvidal. Mais clairement, moi, j'ai hâte de voir Ousmane face à un real contender, encore une fois. Il l'a fait par le passé. Woodley n'était plus qui était. Il l'a fait contre Covington. Covington, moi, il m'a beaucoup impressionné dans ce combat-là. Et là, on s'en va vers peut-être une revanche, encore une fois, contre Covington. On va voir ce qui va arriver avec Nick Diaz et Leon Edwards aussi, le grand mal-aimé, Leon Edwards. Mais j'ai hâte de le revoir face à un vrai contender parce qu'à mon avis, Masvidal, il revenait d'une défaite, n'était pas le vrai gros contender pour Ousmane. Mais ça n'enlève rien à sa performance. Écoute, honnêtement, c'est sa 4e défense de titre. Là. Il va être très, très, très difficile à tasser de là, présentement. Je regarde les gars là, que tu as nommés, puis qui sont dans la courte liste, là, peut-être, des adversaires potentiels. Là. Colby Covington, c'est celui qui lui a peut-être donné le plus de mal. Il l'a amené jusqu'à la fin du 5e round. Et ça a été tout un combat, comme je le disais. Leon Edwards, un autre excellent lutteur, mais si on est debout, j'ai pas l'impression qu'Edwards peut arriver à la cheville de. Mais il mériterait, parce qu'il est rendu là après sa grosse séquence de victoire. Même si son dernier s'est terminé pas mal en queue de poisson. Là. Steven Thompson, il rajeunit pas, hein? Je l'adore, mais pas sûr qu'au niveau physique, c'est tout un athlète, c'est une machine bien huilée, Kamaru Usman. Donc, au niveau physique, je suis pas sûr qu'à 38 ans, je pense que Steven Thompson est encore là. Non. Vicente Luque, ça serait beau à voir. Oui. Je pense que Vicente Luque, si Nate Diaz bat Leon Edwards, Nate Diaz en revient directement dans le mix. Et là, il y en a un nouveau là, qui s'est présenté. Conor McGregor qui s'est représenté, qui a parlé. Et, tout le monde trouve ça ridicule. Tout le monde trouve ça bizarre. Mais il n'y a personne, peu importe le combattant, peu importe si Ousmane trouve qu'il n'y a pas rapport là, McGregor, qu'il ne mérite pas encore le championnat du monde, il va prendre McGregor bien avant tout le monde s'il y a l'option. Une question d'argent. Tout le monde sait qu'on va faire énormément d'argent quand on va se battre contre McGregor. Le McGregor a dit, là, je vais aller rechercher ce qui m'est dû à 155 livres. Après ça, je vais aller chercher l'autre ceinture à 170. Bon. McGregor, il trouve toujours une façon de faire parler de lui. Il va falloir qu'il commence à passer à travers Poirier le 10 juillet prochain. Mais, écoute, t'as bien beau trouver ça vraiment bizarre, stupide, pas logique. Mais moi, je suis sur Ousmane, puis on donne le choix à tous ces gars-là et McGregor. C'est sûr, je prends McGregor. C'est sûr, on est d'accord là-dessus. Puis c'est même pas si farfelu que ça, dans le sens où, à côté business, ça fait du sens pour tout le monde qui était impliqué. L'UFC, McGregor et Ousmane. C'est pas comme si c'était jamais battu à 170 livres non plus. Non. Sportivement parlant, c'est sûr que c'est pas le gars qui le mérite. Mais pour tout le reste, c'est pas complètement farfelu. Et je serais pas nécessairement surpris que ça arrive. Mais comme tu dis, faut que les babines suivent, faut que les bottines suivent les babines à un moment donné. Tu sais, t'as beau caler tout le monde, lancer des défis à tout le monde puis dire que t'es le meilleur. Il a quand même perdu son dernier de façon assez claire. Il a perdu, sa dernière victoire remonte au début de l'année passée, puis c'était contre Donald Cerrone qu'on n'a pas revu depuis. On n'a pas revu depuis. Bref, à suivre.
il n'a pas fait complètement le ménage non plus, Ousmane, là, dans sa division. Il reste encore, comme on disait, des Leon Edwards, des Vicente Luque qui montent. Hamzat Chimaev, là, s'il revient contre Nick Diaz, ça a été Nick, c'est ça, le frère de Nate, ça a été mentionné. La Masvidal devrait affronter Nick aussi. En tout cas, bref, il y a des gars à 170 livres qui pourraient donner des défis à Ousmane, mais puis je vais te relancer là-dessus. Lui, il persiste et signe, il dit « J'ai l'impression que je suis le meilleur combattant livre pour livre. » Puis j'ai tendance à lui donner raison, moi aussi. Il y a peut-être Amanda Nunes là, que je mettrais peut-être devant lui. Là. Mais oui, John Jones. John Jones, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Mais moins les dernières défenses de titre à Jones étaient vraiment moins convaincantes qu'à une certaine époque, alors que Ousmane, je vois pas qu'il n'y a pas de faiblesse, on dirait. Tant qu'à ça, je vais dire que Shevchenko est en avant de lui parce qu'il n'y a pas de faiblesse non plus. Mais moi, je trouve que le classement livre pour livre, là, c'est tellement personnel à chacun. Là. Parce que comment toi, tu perçois les performances des athlètes. Il n'y a pas de données scientifiques pour dire OK, lui est meilleur qu'un autre livre pour livre. Je veux dire, tu regardes les victoires, mais c'est comment toi, tu trouves ça. Fait que, le classement d'un livre pour livre, le tien ou le mien, est aussi bon un que l'autre. C'est pas la même chose quand tu vas dans la même catégorie de poids. C'est facile parce que tu vois qui a battu les autres, puis tu vois que leur historique. Les combattants livre pour livre, là, c'est tellement personnel, ce classement-là. Fait tu peux mettre John Jones, Kamaru Usman deuxième, ou tu peux mettre Usman, John Jones deuxième. C'est aussi bon. Ou si toi, tu veux mettre Amanda Nunes en avant de ces deux gars-là, parce que ce qu'elle a accompli dans sa carrière est complètement incroyable. La seule qui a défendu son titre dans les deux catégories de poids différentes, de tous les champs. Quand tu mets tout ça en perspective, c'est dur de ne pas mettre Amanda Nunes comme la meilleure combattante livre pour livre aussi, homme-femme. Moi, c'est pour ça que je ne porte pas trop attention sur un classement livre pour livre parce que c'est ta perception à toi de qui tu mets en avant de qui. Ah, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis le but de ça aussi, c'est de jaser entre nous autres. Puis ça donne un petit peu ça reste une business de médias sociaux et de rivalités. T'essaies de créer des rivalités. T'essaies de créer des rivalités avec les différentes personnes. Fait que Kamaru Usman, lui, il a beau jeu de dire c'est moi, puis venez me battre si vous voulez me détrôner de ce classement-là. Non, mais il m'a impressionné. Il m'impressionne à chaque fois parce que j'ai été un de ses défenseurs. C'est ça qui fait peur. Tu l'as très bien expliqué. Il s'améliore en plus, puis il est déjà champion depuis un certain temps. 18 victoires de suite, 14-0 à l'UFC. Puis regarde, on va, avant de passer à Namajunas contre Zhang Weili, je sais que vous vous amusiez avec Georges avant d'entrer en onde samedi en disant, Georges, tu l'as défendu combien de fois ton titre, toi, des mi-moyens? Là, il dit 9. Ah, ben le Kamaru, Ousmane est rendu à quoi, sa 4e? Il est encore loin de Georges. Puis c'est vrai, tout ça, mais même Georges, tu le vois, là, j'ai l'impression que quand il parle, il dit ce gars-là, il est fort en tabarouette. Là, puis moi, j'ai été chanceux. J'ai eu mon combat de championnat avant lui, plus tôt dans ma carrière. Mais il faut reconnaître. Je pense pas qu'il a été chanceux. Il a donné l'opportunité, il l'a pris. Et après ça, il a bâti sa carrière. Puis je ne veux pas défendre Georges, mais c'est une différente époque. Parce que la meilleure façon de savoir, puis ça, on ne le saura jamais, parce que Georges a commencé avant et était dans une autre époque, ça serait de prendre les deux quand ils étaient au prime, qui sont présentement au niveau d'Ousmane, puis Georges quand il était au prime il y a quelques années, là, des mettre ensemble. Là, on ne pourra jamais le savoir. Là, on peut pas faire Back to the Future. Là, mais ces statistiques-là, encore une fois, ça revient encore une fois à ce que je disais tantôt. Qui, toi, tu trouves le meilleur? Qu'est-ce qui... Tu regardes les athlètes dans ce temps-là, les noms que Georges a battus, à mon avis, je trouve qu'ils sont plus imposants que ceux-là que Ousmane a battus présentement. Mais ça ne fait pas de lui un moins bon combattant. Juste que, dans le doute, à mon avis, tu vas avec les faits. Et dans le doute, tu vas avec les faits. Et les faits, c'est que Georges a défendu 9 fois sans ceinture et Ousmane 4 fois. Peu importe. C'est tout ce qui s'est passé. Cette année, je me dis, je ne sais pas. Je vais tout le temps retourner sur la feuille, ce qui est écrit noir sur blanc, et c'est là-dessus que je vais regarder et je vais me baser mon idée là-dessus. Ah, non, c'est sûr. Mais, puis,
Ça fait partie de la beauté du sport, ça fait partie des spéculations, on peut en jaser longtemps, mais reste que c'est deux athlètes vraiment d'exception, puis on est quand même chanceux d'avoir pu les voir les deux. Puis tu sais, Ben, à toutes les années, il va y avoir des athlètes meilleurs que l'année passée. Tout le temps. Oui. Parce que c'est ça la beauté du sport. Les techniques d'entraînement, les connaissances s'améliorent et tout ça. Puis, donc, c'est vrai que les athlètes du futur sont condamnés à être meilleurs que ceux du passé, ça, c'est sûr. Écoute, puis honnêtement, là, je veux dire, je veux pas me dénigrer, je veux pas dénigrer la carrière que j'ai eue. Là. À la fin, OK, j'étais bon, là, mais je veux dire, si en 2004, le talent que j'avais quand je suis rentré à l'UFC, là, si aujourd'hui, j'avais ce talent-là et j'essayais de rentrer dans l'UFC aujourd'hui, je ne rentrerais jamais. Puis je veux dire, c'est la roue qui tourne, c'est normal. Le sport est devenu populaire, il y a plus d'athlètes, il y a plus de gyms, les athlètes sont devenus incroyablement complets. Maintenant, tu n'as pas le choix, puis c'est normal. Les athlètes, ils montent. Tu sais, je veux dire, tu vas trouver le. C'est comme au hockey. Tu vas dire, OK, est-ce que McDavid est meilleur que Gretzky? Là, tu veux dire, c'est parce que dans le hockey d'aujourd'hui, oui, mais dans ce temps-là, il jouait avec des palettes en bois, puis il shootait de la bleue, puis ça rentrait. Les gardiens n'avaient pas la même technique. Oui, mais dans les faits, tu regardes ce qui est écrit, les statistiques, tu n'as pas le choix de dire que c'est Gretzky qui est le meilleur, mais c'est ton opinion, c'est ta vision des choses, c'est différent. Même si McDavid est probablement plus rapide aujourd'hui, parce que justement, il est dans son meilleur et tout ça. Exact. Mais by the way, je veux pas. T'es dénigré, oui et non, là, mais il faut souligner quand même aux gens qui nous écoutent que toi, tu es la preuve vivante que l'expérience et les connaissances dans ce sport-là, c'est une grosse partie du succès. Parce que oui, il y a le talent naturel, mais toi, tu as connu tes meilleurs moments à la fin de ta carrière, quand tu as mis les efforts, puis quand tu avais les connaissances requises, puis que tu as redoublé d'ardeur dans le gym, alors que. Donc, c'est pas rien, ça. Tu as réussi à absorber toutes ces connaissances-là qui a fait toi l'athlète que tu étais à la toute fin. Donc, oui, il y a une partie talent, mais il y a une partie aussi d'effort que tu mets d'effort dans le gym. C'est sûr. Mais c'est parce que, tu sais, là, on va fermer la parenthèse là-dessus, là, c'est que ce sport-là va rarement au mérite. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, t'as bien beau faire tout ce que tu as à faire, t'arrives dans l'octogone, tu reçois une droite d'un 4 onces, ça, tu prends du temps. Oui. T'as bien beau, tu sais, c'est ingrat, ce sport-là, tu sais, c'est juste ça. Tu reçois une droite de Masvidal ou tu reçois un coup de pied frontal de Rose Namajunas, Pat, qui a passé le KO à Zhang Weili, la championne. Rose Namajunas, l'américaine, qui devient championne pour la deuxième fois. Si la finale a été spectaculaire, cette demi-finale-là a été tout autant. Les faces de Joe Rogan, si vous n'avez pas vu ça, là, si vous n'avez pas eu la chance de regarder le gars-là, c'est épique. Là. Ce gars-là, il est analyste pour la télé américaine. Puis, il le filme toujours parce que ça vaut la peine. Là, mais on a tous eu la même réaction dans le salon. C'est ça qui est fou. Là. Alors, on l'a eu dans le studio aussi. Là. J'imagine. Il y a une caméra. Écoute, c'est incroyable. Puis, on pensait. C'est sûr que la puissance reste encore à l'avantage de la Chinoise, à mon avis. Mais il reste que ce coup-là était parfait. Et j'ai comme mis en relation ce coup de pied-là. Je l'ai comparé à celui-là que Georges avait lancé à Matthews lorsqu'il était chercher le titre pour la deuxième reprise, la deuxième fois. C'est pas on appelle ça un switch kick. D'habitude, quand tu vas donner un coup de pied avec ta jambe avant, tu vas faire un pas chassé pour mettre ta jambe avant en arrière pour avoir un élan, pour avoir plus de puissance. Mais là, le pied est resté en avant et est parti comme une flèche. Fait que ça l'a surpris. Et là, on a vu aussi qu'elle s'est éloignée les hanches. Elle a envoyé les hanches vers l'arrière ou vers les ancles, donc pensait que le coup de pied allait aller à la jambe ou au corps. Donc, elle a voulu s'enlever de là. Et en faisant ça, bien, le corps, il penche, les mains baissent. Coup de pied parfait. Et je pense qu'il n'y a personne qui voulait le malheur de Weili Zhang, mais 500% du monde est content pour Rose Namajunas. Je ne connais pas personne qui n'aime pas Rose Namajunas. C'est comme... Elle me fait penser à Eleven dans Stranger Things. Elle me fait penser c'est comme une tueuse silencieuse. Elle a l'air super douce. Elle est super douce. Mais quand la switch, elle tourne à on dans l'octogone, elle rentre dans une espèce de monde, à son monde à elle. On l'a vu, là, des fois qu'elle était dans l'octogone, Bruce Buffer, il disait son nom, l'introduisait, elle dit « I'm the best, I'm the best ». Elle vient dans un entonnoir, là, qu'il n'y a rien qui va y toucher. Et écoute, elle n'a pas eu peur de rester debout avec Weili Zhang aussi. Elle n'a pas eu peur de vouloir échanger. Elle n'a pas eu peur de la puissance. Écoute, c'est une victoire. Je ne veux pas dire que c'est pas une super grosse surprise, à mon avis. Je pense que c'est une belle victoire, une victoire qui est
je pense que c'est la plus belle victoire qu'on va avoir cette année, à cause justement du charisme de Rose puis comment que le monde l'aime. Et c'est une fille qui est rafraîchissante dans le sens où elle essaye pas de jouer à tough. C'est moins vrai chez les dames, là, on va se le dire. Mais ça reste un sport de combat, donc ça reste un sport, je vais le dire à défaut d'un meilleur terme, là, mais viril, là, dans le sens où tu essaies de jouer ton tough, tu fais ton trash talk, tu essaies d'avoir le dessus psychologiquement sur tes adversaires parce que ça fait partie de la game. Et Rose n'a jamais été dans cette optique-là, dans cette lignée-là, puis c'est une fille qui elle a fondu en larmes là, quand ils ont mis la ceinture autour de la taille. Là. Une fille qui n'a jamais eu peur de dire qu'elle avait eu des démons, qu'elle avait des anxiétés. Elle a failli tout arrêter quand elle s'est faite slammer, là, le fameux slam de Scandrage il y a quelques années quand elle a perdu son titre. Ça l'a marqué, ça l'a traumatisé même, j'irais jusqu'à dire. Il a pris beaucoup de temps de remonter dans l'octogone. Met tout ça en perspective, met toute l'histoire, met tout ce qui s'est passé, met sa personnalité. Elle fond en larmes quand elle reçoit la ceinture. Ça fait partie du fait qu'on ne peut pas ne pas être insensible à ça quand on voit ça. Là. Ouais, 2 fois championne. Les 2 seuls KO qu'elle a à sa fiche, c'est quand elle a knocké la championne pour devenir championne. Moi, j'ai hâte de voir comment elle va prendre cette pression-là. Parce qu'elle l'avait dit, quand elle a été championne, elle était plus capable de prendre cette pression-là. Elle n'était pas capable de vivre avec ça, d'être championne, puis d'avoir les yeux sur elle, puis d'avoir la pression de défendre son titre, puis d'avoir la pression que tout le monde s'entraîne pour te passer dessus. Et je veux dire, là, elle est retournée championne. Fait que, et à mon avis, on va donner un combat revanche immédiatement à Weili Zhang pour la raison que j'expliquais sur les ondes de RDS, mais sur les ondes de la télé à la carte. L'UFC ne veut pas perdre le marché asiatique. C'est un marché qui est ultra lucratif. Weili Zhang, quand elle est devenue championne, elle est devenue une superstar incroyable en Asie, en Chine, et c'était la première athlète, homme ou femme, à devenir championne de l'UFC qui représente la Chine. Donc, pour l'UFC, c'était énorme que Weili Zhang soit championne, et on va le redonner. Je ne dis pas qu'on veut qu'elle gagne, mais juste qu'on va lui redonner un autre combat de championnat du monde pour ne pas perdre ce marché-là. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Et je pense que Zhang mérite aussi un combat revanche immédiatement. Elle avait défendu son titre aussi. Elle était sur une séquence de 21 victoires. Mais écoute, c'est une belle histoire, celle de Rose Namajunas. Puis je pense que c'est une histoire que beaucoup de jeunes aussi peuvent s'inspirer. Je veux dire, aujourd'hui, là, on ne rentrera pas dans la psychologie à 200, là, mais il reste que beaucoup de monde vivent avec les jeunes vivent beaucoup avec l'anxiété, les jeunes vivent avec beaucoup de bullying, de l'intimidation. Puis elle a toujours dit qu'elle était contre ça. Lorsqu'elle a knocké Jan Jacek, ça a été la plus belle exemple. Là. Elle s'est fait écœurer, elle s'est fait intimider pendant les face-à-face, pendant les entrevues, puis elle a toujours resté bien froide, puis elle a performé, puis en entrevue après, elle a dit aussi, on n'a pas besoin de s'haïr, on a juste besoin de tous s'aimer, puis on fait un travail, nous autres, puis c'est ça. Puis je pense que c'est un bel exemple à suivre en tant qu'athlète, puis une mentalité aussi dans un sport qui est aussi violent. Tu n'es pas obligé d'haïr ton adversaire non plus. Je suis entièrement d'accord. Tu n'es pas de ceux qui trouvent que ça a été un arrêt un peu rapide de l'arbitre. Zhang l'a mentionné. Mais donc, tu n'es pas d'accord avec le fait que l'arbitre aurait pu lui laisser le temps de reprendre ses esprits? Non. Tu le vois en reprise clairement, là, et les 2 bras sont à côté, là, puis elle ne se défend pas intelligemment. Aussitôt que le combat est fini, elle se relève par instinct. Tu vois qu'elle a besoin d'aide pour rester debout. Là, l'arbitre, encore une fois, l'arbitre est là pour protéger les combattants. Et si il avait à laisser aller le combat, elle aurait reçu des coups qui n'étaient pas nécessaires parce qu'elle ne se défendait pas. Là. Donc, il a évité à Weili Zhang d'avoir du dommage. C'était pas nécessaire. C'était un bon arrêt de l'arbitre. Et je pense que c'est important de le dire aussi. On va le dire quand les arbitres font un job de marde, mais quand ils font une bonne job aussi, il faut le dire. Puis moi, je ne suis pas gêné de le dire, je n'ai pas peur de le dire en ondes aussi. Quand ils font une bonne job et c'est un bon arrêt, il faut le dire aussi. Parce que c'est pas l'arbitre ne fait jamais une bonne job. Il fait sa job ou il a fait mal. C'est eux des deux. Ouais. Mais je veux dire, tu as une fraction de seconde pour prendre la décision. Moi, dans ce cas-là, c'est sûr, certain, c'est un bon arrêt d'arbitre, c'est une bonne décision. Puis Weili Zhang a bien beau se plaindre, elle va regarder la reprise, puis elle va voir que les 2-3 hammer fists qu'elle reçoit après le coup de pied, là, il n'y a pas grand
main qui protège son visage. Elle n'était plus là pantoute. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'orgueil, c'est rough. Elle a perdu 21 victoires de suite. Là tu perds après ça. C'est dur. Là. Tu perds ton titre aussi. Tu te fais knocker. C'est tout ça qui est rentré en ligne de compte. Donc, j'espère que... Puis ça peut être dangereux. Hein. J'espère qu'elle va avoir l'humilité d'accepter que le combat a été arrêté comme il faut et non pas que ça a été une belle performance de son adversaire, au lieu qu'elle s'accroche à ça et de dire « Ah, le combat a été arrêté trop vite ». Parce que si ça reste comme ça dans la tête, ça va l'hanter, puis je suis pas sûr qu'elle va être capable de revenir. Un peu comme Masvidal, pour revenir rapidement. Masvidal l'a dit, il a donné ses premières entrevues, puis il a donné tout le crédit à Ousmane. Là. Ça aussi, les deux, ça s'entendait. C'était pas invité au même party là, avant. Là, puis Masvidal disait « Je vais t'arracher à la face, puis t'as aucune chance et tout ça. » Puis après ça, il a eu l'humilité de dire « Ben voilà, il a été meilleur que moi, il a une superbe technique. » Même chose, là, je veux dire, c'est pas un lucky punch, là, Rose Namajunas. Puis je pense que c'est une des combattantes les plus complètes. Sinon, en tout cas à 115 livres, là, parce que c'est une fille qui est capable qui est au sol, est assez sournoise, elle a des bonnes transitions, elle est assez slick, là, comme on dit en bon français. Sur ses pieds, elle bouge très, très bien. Ses mouvements, là, est belle à voir aller. Non, c'est pas la plus puissante, mais vous voyez qu'un coup bien placé puis un coup qu'on ne voit pas venir, que ce soit un coup de poing ou un coup de pied, ça peut faire la différence. Puis là, ça fait, dans ce cas-ci, un KO en 1 minute 18. Donc, il faut vraiment donner le crédit à Rose et non pas dire que l'arbitre a mal fait sa job ou dire que Weili Zhang n'avait pas d'affaire là. Non, Weili Zhang, c'est aussi une très bonne combattante. Et là, pour la suite, à 115 livres, c'est Yan Xiaonan qui est classée 3e, une autre chinoise contre Carla Esparza qui est 4e. Ces deux filles-là se battent le 22 mai. Mackenzie Dern, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, qui est sur une belle lancée aussi. Je suis d'accord avec toi que ça risque d'être une revanche immédiate. Je ne sais pas dans combien de temps les deux filles vont vouloir remonter dans l'octogone, mais il y a quand même... j'ai l'impression que ça fait un certain temps là, qu'à 115 livres ou chez les dames, à tout le moins, on ne voit pas que... C'est clairement la division, en fait, 115 livres, où il y a le plus de filles potentiellement qui peuvent challenger là, les championnes ou les filles de l'élite. Hein? Oui. Parce que là, on va en parler après, là, mais tu sais, Shevchenko, qu'est-ce qu'elle a fait avec Andrade? Écoute, moi, si je suis supposé d'être la prochaine en ligne pour Shevchenko, je me trouve une blessure à quelque part, j'attends un petit peu, là. Fait que c'est sûr que oui, à 115 livres, je pense que c'est la division chez les femmes qui est le plus intéressante présentement pour la compétition, pour se rendre au sommet. Parlons-en, Shevchenko contre Jessica Andrade. C'était le 3e combat de championnat présenté ce samedi à l'UFC 261. Bon, Pat vient de le mentionner, là, c'était une clinique. Ça n'a pas duré super longtemps. Là. Ça a duré un round et demi. Mais d'un bout à l'autre, ça a été Shevchenko qui a dominé Jessica Andrade, ancienne championne à 115 livres, qui montait de poids. Elle était à son 2e combat, je pense, à 125 livres. Ouais. La Brésilienne, mais... C'est comme si tu prenais un Pee-Wee puis tu le mettais contre un gars de la Ligue nationale. Là, c'était flagrant comme ça. Oui, écoute, j'avais écrit un article sur RDS.ca puis j'avais dit qu'à mon avis, c'était le combat qui avait plus de chances que la ceinture change de main. J'avais dit quand même que ça allait être difficile à battre. Et écoute, j'écris des affaires, je prends le crédit quand c'est bon, puis il faut que je me rétracte quand je me suis planté, puis je me suis planté pas à peu près. Et j'ai trouvé ça incroyable, la performance que Shevchenko a fait, performance à sens unique. Écoute, est allé battre Jessica Andrade à son propre jeu, au niveau de la force physique, au niveau des amener au sol, ground and pound. C'était ça la stratégie de Jessica Andrade. Jessica Andrade vient de 115 livres, donc elle était vraiment plus forte que ses adversaires à 115 livres. Physiquement, elle était capable de les tourner, des tasser, des lever, des lancer. Et là, je pense que la première fois qu'elle a tenté de le faire à Shevchenko, qui s'est baissé, qui s'est planté les 2 pieds, ça n'a pas bougé, je pense que dans sa tête, ça a fait « Oh shit, je suis dans la merde. Là, ça va pas bien. » Parce qu'au niveau de la portée, avantage à Shevchenko. Au niveau de la rapidité, avantage à Shevchenko aussi. La technique au complet, au niveau du combat debout, Shevchenko aussi. Jessica Andrade a de la puissance, mais elle rentre un petit peu tout croche. Elle rentre avec des gros crochets. C'est pas en ligne droite. Avec le footwork de Shevchenko aussi, c'était difficile d'apprendre. Puis aussitôt qu'elle venait trop proche, Shevchenko allait au corps à corps, bang, body lock, on allait à terre, puis ça semblait extrêmement facile.
Et c'est ça qui est dangereux, justement. Ça a eu l'air tellement facile face à Jessica Andrade, qui, à son premier combat à 125 livres, est allé démolir l'aspirante numéro 1 qui était Chookagian, qui est elle devenue l'aspirante numéro 1. Et là, se présente face à Valentina Shevchenko et n'a pas de l'air dans la même ligue, mais pas en tout. Fait que là, c'est qui la prochaine? Écoute, je sais que là, tu as Jojo Calderwood qui va se battre face à Lauren Murphy, peut-être pour devenir l'aspirante obligatoire. Hey, je ne sais pas comment te le dire. Ça n'arrivera pas. Je veux dire, je pense que la meilleure chose qu'il y aura à faire, là, c'est d'annuler ce combat-là. D'annuler ce combat-là entre Jojo Calderwood et Lauren Murphy et de booker le même soir Shevchenko contre les deux, une après l'autre. Ça ferait exactement la même affaire. Écoute, je ne vois pas qui va être capable de donner de la misère maintenant à Shevchenko. Je pensais vraiment que Jessica Andrade allait lui donner un combat. Pas en tout. Moi, je me suis planté, pas à peu près, parce que je pensais vraiment, puis écoute, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Pas grand-chose à rajouter à part parce qu'elle est tellement dominante, puis on en a déjà parlé, vous en avez parlé aussi samedi soir, la seule fille, moi, qui m'intéresserait de revoir, là, c'est la trilogie, le troisième combat d'une trilogie entre Shevchenko et Amanda Nunes. Même si Shevchenko a perdu les deux premiers, le dernier, c'était une décision partagée. Je comprends que Shevchenko n'a peut-être pas avantage à monter à 135 livres. C'est sûr qu'elle concède beaucoup au niveau de la force physique et au niveau du poids à Amanda Nunes, qui est une grosse 135 livres aussi. Mais il n'y a personne d'autre. Il n'y a juste personne d'autre. Fait que, tu sais, moi, là, présentement, je trouve que Shevchenko est bien meilleur qu'Amanda Nunes. Je trouve que depuis leur dernier combat, celle qui s'est améliorée le plus et qui a fait des meilleures performances, c'est Shevchenko. D'abord, à un moment donné, le gabarit rentre en ligne de compte, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si on fait ce combat-là, ça va être à quel poids. Je ne pense pas que Amanda Nunes, vu qu'elle a déjà gagné 2 fois, va faire des sacrifices pour aller à catchweight. Ça va être, OK, je t'ai battu 2 fois, tu veux t'en battre contre moi? Viens dans ma catégorie à 135 livres. Puis elle a tout à fait raison de faire ça. Je ferais exactement la même affaire. Je t'ai battu 2 fois. Tu veux t'en battre contre moi? Ben, viens chez nous. Je n'irai pas chez vous pour te faire plaisir. Là. Fait que c'est ça. Tu sais, là, Nunes est booké pour se battre contre Peña. Fait que je sais pas, mais c'est vrai. Présentement, c'est la seule option, je pense, qui est le fun. C'est pas pour. Shevchenko a dit, je vais me battre contre n'importe qui, il en reste encore à 125 livres. C'est vrai, il en reste. Il en reste ceux qui vont être capables de la battre? Non, 0. Mais pour nous autres, la logique, c'est contre Nunes, mais même Dana White, il n'a pas de l'air très, très chaud à cette idée-là. Je comprends pas pourquoi, parce qu'à l'ère des méga combats, à l'ère des champ, puis que tout le monde veut devenir un champ, puis ça devient un accomplissement dans l'organisation. On a donné la chance à plusieurs personnes de le faire. Pourquoi pas Shevchenko? Elle a tout prouvé à 125 livres. Faudrait qu'elle le demande. Là. Mais moi, si j'étais elle, je le demanderais. Je le dirais. Je la mettrais au défi à Amanda Nunes. C'est la seule. Je veux dire, si tu veux être vraiment considérée comme une top femme dans l'histoire, on dit aussi beaucoup, Georges est le meilleur de tous les temps parce qu'il a vengé ses défaites. Va venger tes défaites, Valentina. Va venger tes 2 défaites contre Amanda Nunes. Si tu réussis à battre la GOAT, la greatest of all time, ben, il n'y a pas personne qui va pouvoir te l'enlever. Tu vas être considéré à ton tour comme ça. Ouais. Je pense pas, à ma connaissance, qu'elle l'a demandé, ça. Fait que, c'est peut-être à elle aussi de faire les premiers pas. Là. Je veux dire, elle a effleuré l'idée un peu. Je pense que c'est sûr qu'elle aimerait ça venger sa défaite, c'est sûr et certain. Mais moi, je me mets à la place de l'organisation de Dana White. Admettons, là, on fait ce combat-là et Nunes gagne encore. Là, tu retournes à 125. Il n'y a plus rien là, pour l'instant pour Shevchenko. Fait que cette division-là s'éteint tranquillement. Elle ne va pas disparaître, mais il n'y a pas d'engouement comme tel. La championne revient d'une défaite encore une fois. On attend la prochaine. On attend la prochaine Shevchenko, en fait. C'est ça. Oui, exact. Mais je ne dirais pas encore dans l'organisation. Là, on ne sait pas où. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Le seul combat intéressant, dépendamment de ce qui va se passer avec Nunes et Juliana Peña, honnêtement, je ne pense pas que Peña est capable de battre Nunes. Ça dépend toujours comment Nunes va arriver là motivé. Je ne sais pas.
Mais c'est sûr qu'après ça, je pense que la logique, c'est de faire ce super fight-là. Mais peut-être que Nunez va accrocher aussi ses gants avant longtemps. Ouais, mais elle a pas dit. Le dernier combat qu'elle a fait, là, elle a pas dit. Elle a dit qu'elle voulait continuer. Encore là pour un bout. Ouais, fait que. Là, dépendamment, c'est toujours c'est quoi le chèque de paye aussi à la fin. Je veux dire, moi, j'ai déjà battu 2 fois quelqu'un, tu me dis, OK, tu vas être en battre contre lui. Ben, tu sais, des plis des piastres, je veux dire, j'ai quoi à prouver, moi, de la battre une 3e fois? Fait que, tu sais, il va falloir que tout soit en ligne de compte, tout soit aligné pour que ce combat-là arrive. Je suis d'accord, mais en tout cas, c'est ça. Il y a comme pas d'autre option. Il y en aura toujours, là. Il y a toujours, comme on dit, Lauren Murphy, Jojo Calderwood. Calderwood qui attend son combat de championnat depuis un certain temps. C'est une bonne combattante, elle est dans l'organisation depuis un certain temps. Elle était à un combat. Elle aurait pu attendre d'avoir son title shot. Elle a décidé de prendre un combat en attendant. Elle a perdu, ça lui a fait descendre les échelons. Elle est en train de les remonter tranquillement. Tu sais, ça va au mérite, puis elle a réussi à battre Lauren Murphy. Oui, elle va le mériter, mais on connaît le résultat après ça du combat de championnat. Tu sais. C'est un peu ça le problème, un peu. Sais-tu, c'est quoi qui est le plus impressionnant, je trouve, dans la victoire de Shevchenko? C'est son dernier combat face à Jennifer Maia, c'est la première fois qu'elle perdait un round à 125 livres. Ça a été un combat moyen, OK? Pour Shevchenko. Puis, on dirait que ça, elle l'a pas pris, ou bien elle voulait rebondir de ça. Puis elle a dit, gars, je vais arriver prêt. Inquiétez-vous pas, là, je vais arriver prête pour Jessica Andrade. Je vais lui montrer qu'il n'y a pas d'affaire avec dans mes octagones que moi. Puis on avait toujours cette performance-là qu'elle a gagnée, Jennifer Maia, mais pas comme on était habitué. On va te dire, là, ça ne tentait plus d'avoir cette victoire-là qui était un petit peu. Pas un goût amer, mais un combat qui était plus ordinaire dans sa carrière, ce qu'elle ne nous avait pas habitué. Et là, c'est ça. Exact. Avant de passer au prochain, le temps file, on va parler des 2 blessures assez, en tout cas surtout une, là, vraiment assez dégueulasse, celle de Chris Weidman, non pas long, mais je veux juste un commentaire sur la foule, parce qu'on n'en a pas parlé encore, il faut le mentionner, c'était le premier événement avec la foule. Bon, je ne veux pas embarquer dans la politique de tout ça, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir eu un impact, la foule, sur les performances qu'on a vues? Le fait que ça ait été une carte aussi spectaculaire, parce que c'était palpable, l'énergie. J'étais chez nous dans mon salon, puis je le sentais. Là. Absolument. C'est sûr et certain. Écoute, que tu sois d'accord ou pas avec le monde qui sont là dans les estrades, ça t'appartient. Mais une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a personne qui était là illégalement. En Floride, tout est ouvert, puis je veux dire, c'est comme ça. Fait que t'as bien beau dire t'as bien beau dire que ça n'a pas d'allure puis que l'organisation, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui ne fait rien d'illégal là-dedans. Là, okay? Fait que tout le monde est volontaire pour aller là-bas. Et là, on va voir, je veux dire, s'il y a une éclosion, tout cas de même, whatever, là, on va être capable de dire si c'était correct ou pas. Mais au bout de la ligne, je me mettais toujours à la position des combattants. Ça change la game complètement. Ça change l'approche d'un combat, ça change comment tu es motivé, ça change comment l'animosité, ton anxiété, ta nervosité. Tout change quand tu as 20 000 personnes qui crient, puis quand tu donnes un coup, puis là, la foule réagit. Écoute, c'était quasiment plein au premier combat du Sous-Carte. Ça arrivait pas, ça, avant. Et le monde avait besoin d'être là, le monde était content d'être là. Et pour les combattants, écoute, c'est incroyable pour eux autres. Là. Puis, je vais répondre à quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter parce qu'on écrit souvent sur le hashtag UFCRDS pendant l'événement. Et je vais répondre vite, là, parce que je lui ai répondu, mais nous critiquait quasiment de ne pas donner notre opinion sur la foule. Qu'est-ce qu'on pensait de ça? Une chose que je veux dire au monde, nous autres, on n'est pas là pour donner notre opinion. On est là pour décrire les combats et décrire ce qui se passe dans la soirée. Donc, je veux dire, encore une fois, ça revient à dire que tu sois d'accord ou pas, ça t'appartient, mais personne qui était là-bas, il faisait quelque chose d'illégal. Fait que nous, on est là pour décrire les combats. Puis on n'est pas là pour donner notre opinion politique sur s'il y avait besoin d'avoir du monde là ou pas. Et puis, il arrive quoi si ton opinion n'est pas celle que monsieur ou madame veut entendre? Ça crée des conflits pour rien. Tu aurais pu la dire, ton opinion, ou pas, mais effectivement, tu n'es pas payé. On n'est pas payé pour ça en général, les journalistes. On peut critiquer, c'est pas ma job. Non, c'est ça. Puis comme tu l'as bien expliqué, personne n'était là illégalement.
On est d'accord ou pas, on se fait notre propre idée. On est des grandes personnes, on est capable de se faire nos propres idées par rapport à tout ça. C'est ça. Faut que tu me parles de la malédiction de la blessure à la jambe. Parce que là, tu serais peut-être la personne responsable de la blessure complètement dégueulasse qu'a subi Chris Weidman contre Uriah Hall sur la carte principale. Écoutez, si vous ne l'avez pas vu, allez pas le regarder. Le gars, Chris Weidman, donne un coup de pied, son tibia se fracasse, sa jambe est pliée dans le mauvais sens. Et puis c'est la même chose qui s'est passé pour Anderson Silva contre Weidman il y a quelques années quand Silva c'était dégoûtant. Mais Pat, fais-nous le fil des événements. Mais j'ai fait une petite vidéo sur le fil des événements, puis j'ai dit, je suis désolé tout le monde, je pense que c'est moi qui ai parti cette malédiction-là. Parce que en 2011, je me suis battu contre Crafton Wallace ici à Montréal, à Blainville, et je l'ai levé dans les airs. Quand je suis allé pour aller avec un takedown, il s'est brisé le genou. Donc là, après ça, moi je me bats contre Anderson Silva, je me brise le genou. Après ça, Anderson Silva se bat contre Weidman, il se pète le tibia. Après ça, Weidman se bat contre Uriah Hall. Donc, et là, c'est Weidman qui se pète le tibia. Donc, tout le monde, sa partie, on dirait que c'est une chaîne. Là, j'ai dit, moi, si je suis Uriah Hall présentement, je suis un peu nerveux. Je regarde ce qui se passe. C'était plus une blague, c'est tiré par les cheveux. Mais écoute, ça arrive, ça fait partie du sport. C'est des blessures. C'est des blessures qui sont graves là, à regarder. Est-ce que c'est grave physiquement? Oui, parce que c'est un os qui pète, là. Mais c'est beaucoup moins grave que si c'était des ligaments ou des choses comme ça. Ouais. Donc, oui, c'est beaucoup plus dégueulasse. Parce qu'on s'entend, tu te dis, hein, il a kické, c'est cassé le tibia, mais on ne l'a pas vu jusqu'à temps qu'il remette du poids dessus. Ça, c'est dégueulasse. Quand il a remis du poids dessus, tu as vu que le pied est allé à côté de la rotule. Écoute, si vous avez un petit cœur sensible comme moi, là, moi ça m'écoeure, ces affaires-là. Moi aussi. On passait. Puis François Lemay, qui est notre réalisateur, il dit OK, on va leur montrer. Puis moi, je dis OK, tu me le diras quand ça va être fini. Je suis pas capable de regarder ça. Ça m'écoeure. Ouais, c'est dégueulasse. Puis je vais toujours me souvenir, quand Anderson Silva s'est pété le tibia comme ça, je te dirais, là, 95% des combattants, le premier training qu'ils ont fait après, ont eu passé quand on lance un coup de pied. Je te confirme, c'est sûr, tu regardes ça, tu dis, ça peut arriver à tout le monde. Puis oui, c'est cassé le tibia, mais ça a été bien bloqué par Uriah Hall. C'est bizarre à dire, mais il a sorti le genou vers l'extérieur, tibia et tibia ont été là ensemble, puis il y en a un des deux qui a cédé, mais c'est des blessures qui sont dégueulasses. Mais je veux dire, c'est plate à dire, mais ça fait partie du sport. Des blessures comme ça fait partie du sport. C'est pas si grave que ça parce que c'est un os. Il reste que pour Chris Weidman, à 38 ans, il n'a pas une bonne. Je veux dire, c'est juste gagné 2 de ses 7 derniers combats aussi. Ouais. Ça peut être une fin de carrière. Ça peut être une blessure qui va mettre fin à sa carrière. C'est plate. Ça se termine comme ça. Mais ça peut être un end career, ça c'est sûr, ça. Il a posté il a publié sur les médias sociaux des photos de ses radiographies. Tu vois que c'est bien cassé. Là. Les deux os. Ouais, et puis je pense pas qu'il a annoncé sa retraite, mais là, tu sais. Je pense qu'il a même dit qu'il voulait revenir, mais de toute façon, on verra comment sa remise en forme. Il y en a pour quelques mois là, avant de pouvoir marcher, de 1, mettre du poids sur sa jambe, de 2, pratiquer le sport, de 3. Bon, on en reparlera quand on aura des nouvelles à ce niveau-là, mais on va lui souhaiter prompt rétablissement. Tu sais, là-dedans, là, il y a eu un record. Hein, parce que Uriah Hall a été le seul combattant dans l'histoire de l'UFC à gagner un combat sans lancer un coup. Sans lancer, ça a été un coup. Le seul coup qui a été lancé, c'est Weidman, le coup de pied, ça a pété, combat fini. Merci, bonsoir. Autre blessure à une jambe, Jimmy Crute, qui a été, lui, malchanceux, ou en tout cas, c'est vraiment bizarre, j'avais jamais vraiment vu ça. Un autre coup de pied à la jambe contre Anthony Smith. Ouais. Directement derrière le genou. Puis tout de suite, c'est comme si sa jambe était devenue comme un spaghetti mou. Il semblait pas blessé ni rien, mais comme s'il la sentait plus, comme si sa jambe était paralysée. Ça t'est déjà arrivé? Oui, mais c'est parti, ça part. Lui, c'est pas parti.
Parce que souvent, quand tu reçois un bon coup de pied dans la jambe, là, la jambe va geler pendant à peu près 2-3 secondes, puis après ça, tu retrouves tes feelings, tu retrouves ton sentiment dans la jambe. Lui, d'après moi, il s'est fait pincer directement sur le nerf qui fait, pas le nerf sciatique, mais le nerf qui s'en va complètement en bas sur le côté. Je me souviens plus, je pense, de péronal ou quelque chose de même. En tout cas, c'est un nerf qui aussitôt que tu. Puis, à ce temps, c'est pour ça que les combattants visent surtout le mollet, parce que le nerf est plus. Est plus facile, en guillemets, accessible lorsque tu frappes là. Mais peut-être une bonne technique et ça l'a gelé, ça a paralysé sa jambe. Il n'y a plus rien qui fonctionnait là en bas de sa cheville. Là. Et, je veux dire, peut-être qu'il y a eu une entorse à la cheville, parce que la cheville, elle ne bougeait plus. Là. Je veux dire, elle bougeait, mais pas dans le sens qu'il voulait. Ouais, puis il se la tournait, là, à chaque fois qu'il mettait le pied du poids sur sa jambe, c'est comme s'il se virait à la cheville. Là, ouais, c'est ça. Ouais, puis il voulait continuer, mais je veux dire, le corps, son corps l'a laissé tomber. Mais tu sais, en même temps, tu dis, c'est plate, mais cette blessure-là a été provoquée par un coup lancé par Anthony Smith. Et Anthony Smith, là, ce combat-là, c'est un combat pivot pour lui dans sa carrière. Parce que là, on voulait tester Jimmy Crute, savoir où il était rendu dans sa carrière, parce qu'il a été élu le plus beau prospect des 25 ans et moins dans l'organisation de l'UFC. On voulait mettre beaucoup d'emphase sur lui. On voyait déjà dans le top 5 mondial. Donc, pour Anthony Smith, pour lui, c'était un combat qui était super important. Il voulait prouver qu'il faisait encore partie des meilleurs au monde. Puis, je pense qu'il l'a prouvé. Là, il est arrivé, le jab touchait. Il était vraiment dans sa zone. Smith, il a montré qu'il était supérieur. Oui, ça s'est terminé avec une blessure, mais le premier round, ça a été complètement à l'avantage d'Anthony Smith. Là. Smith était largement supérieur que Crute dans ce combat-là. Il y a seulement 25 ans, Jimmy Crute, je veux dire, ça demeure un super espoir malgré cette défaite-là. Puis c'est pas le genre de gars qui, probablement qu'avec le recul, il va se dire c'est peut-être mieux d'avoir arrêté à ce moment-là plutôt que de risquer d'avoir une blessure beaucoup plus grave. Parce que quand ta jambe, tu as de la misère à mettre du poids dessus puis ça vire dans tous les sens, des entorses à la cheville, des entorses au genou, c'est vite arrivé. Alors que là, je porte à croire qu'il va être capable de revenir en action assez rapidement et tout ça. Puis il n'a pas pris trop de dommages. Puis pour l'avenir, son avenir n'est pas hypothéqué là, à ce niveau-là. Alors que si tu fais une sévère blessure à un genou, tu ne sais jamais. Là. Ouais, lui, il ne voulait pas arrêter. C'est le docteur qui a arrêté. C'est l'adrénaline, c'est ça. Encore une fois, le docteur a pris la très bonne décision d'arrêter le combat. Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas te battre juste avec. Si c'est un œil qui est fermé, tu ne peux pas te battre juste avec un œil. Le combat va arrêter. C'est la même chose. Si c'est juste une jambe qui marche, c'est trop dangereux. Déjà, le combat sur deux jambes. Fait que si t'en as rien qu'une, c'est encore plus dangereux. Fait que le docteur doit prendre la décision. Il a pris une très bonne décision dans cette situation-là. On a une carte sur nos ondes, Pat, sur les ondes de RDS en intégralité cette fin de semaine. Ouais. Dominique Reyes, on va rester chez les Milo. Là. Anthony Smith contre Jimmy Crute, c'était chez les Milo. Cette fois-ci, ce samedi, ce sera Dominique Reyes contre Jiří Procházka en grande finale. Procházka, si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il va être seulement son deuxième combat à l'UFC, ce qui est quand même assez fascinant. Le gars, par contre, est arrivé à son premier combat avec une grosse victoire contre un ancien challenger, Volkanus Demir. Il a passé le KO au deuxième round. On l'a tout de suite embarqué dans le top 5. Pas une division où il y a beaucoup de profondeur non plus, on s'en rend compte. Là. Quand tu es capable d'entrer dans le top 5 après une seule victoire, puis là, il affronte le numéro 3, Dominique Reyes, qui ses deux derniers combats, c'était des combats de championnat du monde. On le voit gros, je pense, Procházka. Et c'est un gars qui a énormément de puissance. Beaucoup de KO au premier round. C'est quoi? C'est 24 de ses 27 victoires sont arrivées par KO. Donc, un combat intéressant malgré tout sur papier, même si on ne connaît pas beaucoup Procházka. Oui, écoute, c'est comme tu dis, c'est un gars qui est ultra puissant. Et pour Dominique Reyes, lui, on l'a vu quand il s'est battu contre John Jones, il y en a beaucoup qui donnaient la victoire aussi. Après ça, ça n'a pas bien été dans un autre combat de championnat du monde, mais il reste que il y a beaucoup de choses à prouver Dominique Reyes dans ce combat-là. Encore une fois, c'est un nouveau qui arrive, un peu comme Jimmy Crute et Anthony Smith. Pour Reyes, il ne veut pas que son adversaire fasse son nom sur son nom à lui. Fait que c'est un combat qui est ultra, ultra important pour Dominique Reyes pour rester dans le top of the food chain, comme on dit. Parce que l'autre, il a de la puissance, puis c'est son premier main event à l'UFC, à son deuxième combat seulement à l'UFC. Donc oui, on croit beaucoup en lui, mais surtout, on sait qu'il a énormément de puissance, puis c'est vendeur. C'est pour ça qu'on le met directement tout de suite en finale. Et puis, Dominique Reyes, c'est un gars qui est quand même assez complet.
probablement moins de puissance que Prochaska, mais c'est un gars qui est un super athlète. Là. C'est un gars qui a du cardio. J'ai hâte de voir. Je pense. Ça a été des combats rapides, Prochaska, dans sa carrière. C'est déjà même fait passer le KO lui-même au premier round, donc peut-être susceptible aussi. Si ça devait s'éterniser, je pense que la game de Reyes, ça va être de laisser passer la tempête, puis dans les rounds de championnat, de prouver que c'est lui le meilleur athlète, que Prochaska n'a jamais eu l'occasion de prouver dans sa carrière parce qu'il ne s'est jamais rendu là. Oui, je pense que tu as raison, mais il revient d'un KO aussi, Reyes. Hein, fait que, bon point. Il affronte un autre puissant. Là, fait que d'après moi, il va peut-être pas se sauver, mais se déplacer beaucoup dans les premières minutes du combat. Je pense que ce combat-là va prendre du temps avant d'embarquer, surtout du côté de Reyes. Ça se peut que Poirier arrive et qu'il charge et qu'il swing pour y arracher la tête. Mais il ne faudra pas qu'il s'épuise trop rapidement parce que Reyes a plus d'expérience que lui dans les gros combats, surtout à l'UFC. Mais je ne pense pas que Reyes va embarquer dans une guerre coup pour coup en partant dans ce combat-là. Non, il n'y aurait peut-être pas avantage. La demi-finale, ça va être Cobb Swanson contre Giga Chikadze. Un autre cas de vétéran qui a déjà été en combat de championnat ou en tout cas qui est là depuis un certain temps parmi l'élite contre un jeune prospect qui arrive à l'UFC, qui a seulement des victoires à l'UFC. Donc, intéressant à voir si... ça va être solide. Ça va être tout un combat pour moi. Ouais, Chikadze, c'est un gars qui gagne à être connu. Là, effectivement, ça va être un combat à 145 livres, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pas une grosse carte, mais les deux combats finaux... Je trouve qu'il y a des bons combats dans cette carte-là. Pour vrai, là, il y a des gros noms qui sont peut-être plus comme qui étaient, mais ça reste des noms qui sont vendeurs quand même. C'est sûr que Cobb Swanson, ça va demeurer vendeur. Oui, mais tu sais, même sur la carte en dessous aussi, il y a des bons noms, il y a des bons vendeurs. Puis, je veux dire, là, la semaine passée, c'est sûr que le pay-per-view qu'on a eu, les gros noms ont livré la marchandise. Mais souvent, quand il n'y a pas je veux dire, quand tu as de l'espace pour briller dans une carte, c'est là que ça peut exploser. Et on a déjà vu des cartes qui étaient sur papier correctes, ça donnait des shows incroyables. C'est ça la beauté de ce sport-là. On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est pour ça que ce sport-là est devenu tellement populaire rapidement. Encore une fois, je pense que samedi prochain, on va avoir des surprises et des combats qu'on ne s'attendait pas avec des performances de plein d'athlètes qu'on va découvrir. Ouais. Et il faut mentionner que le matchmaking de l'UFC se trompe. Les gars se trompent rarement. Sean Shelby et Mick Maynard, là, on leur donne un pool de combattants, puis on est toujours capable d'aller chercher, de matcher peut-être pas toujours, là, mais très, très, très souvent, matcher des styles qui vont bien ensemble. Oui. Aussi matcher des gars qui sont sur un pied d'égalité. Donc, c'est sûr que si tu mets un ultra bon, un gros nom contre un gars qui n'a pas d'affaire là, c'est sûr que ça va donner un combat plate parce que ça va être une domination. Mais souvent, c'est des gars de la relève ou des gars, des journeymen, mais si les deux sont au même pied d'égalité, sont prêts à échanger, ça va donner des bons shows. Oui, mais Ben, je veux dire, si le combat est plate, c'est pas la faute du matchmaker. Là. C'est la faute des combattants. Je veux dire, les combattants ont une responsabilité aussi de performer. Là. Les matchmakers font, eux autres, ils se fient sur papier qu'est-ce qu'ils ont en statistiques, les performances qu'ils ont faites, puis là, on met les deux en face de l'autre, soit une question de classement, soit une question de spectacle. Et au bout de la ligne, quand elle clochonne, là, les matchmakers sont assis, puis j'espère que les gars vont comprendre le message. Je veux dire, c'est comme ça. Là. Fait que, il y a des styles, des fois, qui se marient moins bien, mais souvent, quand ils sont obligés de les mettre ensemble, c'est une question de classement. On est rendu là. Tu n'as pas le choix. Ouais. Sauf que, à un moment donné, rendu à l'UFC, même si tu as un contrat, c'est pas un contrat garanti, il faut que tu prouves ta place à toutes les fois. Puis, le monde, je pense que maintenant, les combattants savent que c'est un spectacle sport et non plus un sport-spectacle. Il faut que tu gagnes les combats quand même. Là, tes performances, c'est important. Mais il faut que tu en donnes. Et plus que tu en donnes, plus que tu vas avoir des petits bonbons à la fin. En 2 minutes avant de se quitter, je veux t'entendre sur le fait qu'on a donné un combat de championnat du monde à Marvin Vettori contre Israël Adesanya. Ça va se passer à l'UFC 263. Moi, je vais te le dire, je suis fâché. Je suis fâché que Vettori est passé devant Robert Whittaker. Ouais. Je ne sais pas ce que Robert Whittaker a fait à Dana White ou à l'organisation, là, mais ça fait 3 combats, 3 performances dominantes qu'il a depuis qu'il a perdu sa ceinture. Jamais un ancien champion a dû patienter aussi longtemps avant d'obtenir une autre chance en combat de championnat. Puis ça, si j'étais lui, il a l'air de bien prendre ça, là, mais... Oui, mais c'est parce que l'affaire...
Ouais, l'affaire qui s'est passée pour vrai, c'est que du côté d'Adesanya, vous voulez être actif prochainement. Et Whittaker a dit non, moi je suis blessé, il faut que ça me prenne du dernier combat. J'ai besoin de temps pour être à 100%. Et là, Adesanya voulait se battre, voulait défendre son titre, voulait redevenir actif. Et c'est pour ça que Vettori a passé en avant de Whittaker. C'est la seule raison. Tu as raison, Whittaker, on a toujours l'impression que c'est un peu le manque de respect envers lui. Même quand il était champion, moi, c'est sûr, je parle du côté ici de la planète. Je ne sais pas comment ça s'est passé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sûrement que c'est une grosse vedette, mais je trouve que sa publicité, son exposure au niveau de l'organisation n'a pas été pareil comme les autres champions quand lui l'était. C'est sûr que c'est un good guy. C'est pas un gars qui dit beaucoup de choses. C'est pas un gars qui parle beaucoup. C'est pas un gars qui va brasser de la merde. C'est un bon gars. C'est dur de... On dirait que c'est beaucoup plus dur de me faire passer en avant-plan s'il n'y a pas de scandale, entre guillemets. Là. Donc, fait que je pense que c'est un petit peu pour ça, mais il va avoir son combat de championnat du monde après, peu importe qui va gagner. Faut rappeler quand même, Vettori s'est battu contre Adesanya, il l'avait amené à la limite. Bon, est-ce que Adesanya est le même aujourd'hui qu'il était lorsqu'ils sont affrontés? Je pense pas. Je pense que Adesanya est beaucoup supérieur. Vettori, moi, honnêtement, s'il a gagné son dernier combat face à Holland, mais j'aurais aimé qu'il fasse une performance beaucoup plus il a dominé 100%. Oh, il l'a dominé à 100%. Il a dominé c'est ça. Il n'y a pas l'instinct du tueur, on dirait. Là, exact. Puis en plus, pour être spectaculaire. Avait accepté le combat à la dernière minute, n'était pas en fight shape. On le voyait qu'il avait de la difficulté à joindre les deux bouts. Puis Vettori, on dirait j'aurais aimé ça qu'il finisse. Puis on serait peut-être un petit peu moins amer avec ce combat de championnat du monde qu'on lui donne aujourd'hui. S'il avait passé à travers Holland, qui a accepté le combat à la dernière minute. Fait que c'est peut-être pour ça, mais écoute, it is what it is, mais la raison, c'est que Whittaker ne voulait pas se battre aussi rapidement. Il voulait se guérir. Il a tout à fait raison. Puis Adesanya ne voulait pas attendre plus longtemps. Oui, effectivement. En tout cas, oui, ça fait du sens, effectivement, cette explication-là. Et je le souhaite à Whittaker, parce que je ne sais pas ce qu'il va devoir faire de plus. Non, s'il n'y a pas son combat. Non, mais je dis, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre. La logique veut que ce soit à son tour, c'est ça. Je veux finir avec John Jones, parce que je ne sais pas si tu as vu ça, mais il a quitté ses agents, Abe et Malky Kawa, qui le représentaient depuis 11 ans. Ça semblerait que ça s'est fait à l'amiable, mais on le sait aussi que John Jones est à la recherche de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour un combat contre Francis Ngannou. Et là, l'UFC a calé son bluff, là, comme on dit, dans le milieu du poker, puis on a décidé d'y aller avec Derek Lewis, apparemment. C'est décevant, c'est pas le combat que les fans veulent voir. Ils veulent surtout pas voir un Ngannou-Lewis 2 qui va être un peu la même chose que leur premier affrontement. C'est plate que, en tant que fan, là, je trouve ça plate qu'on ne puisse pas s'entendre ce méga combat-là. Je crois encore que ça va arriver un jour, là, mais... Ouais. Ce qui est plate, c'est qu'on sait qu'ils ont l'argent pour le payer, John Jones. C'est ça qui est plate. Ce qui est plate, c'est que les athlètes, encore une fois, les athlètes à l'UFC, les athlètes d'arts martiaux mixtes, c'est des athlètes qui se battent à rabais. Là, ils vont dire, mais ils demandent 30 millions. Mais 30 millions, là, c'est à rabais quand même. Quand tu penses aux joueurs de baseball, quand tu penses aux joueurs de hockey, quand tu penses aux joueurs de football. Aux boxeurs. Si on veut faire une vraie comparaison de gars qui performent 1 ou 2 fois par année. Là, aux boxeurs. Et l'UFC se compare à ces grands sports-là, à ces grandes organisations-là, je veux dire. Donc, c'est dur de se mettre du côté de l'UFC, de l'organisation, quand tu sais qu'il y a à peu près entre 9 et 11% des revenus qui sont partagés avec les combattants. Tu dis, wow, OK, ils prennent une maudite grosse partie de la tarte. Là. Sauf que le problème, c'est que, dans tous les sports professionnels, quand les athlètes n'étaient pas contents, on est parti en grève. Mais quand tu gagnes 1 million par année, c'est le salaire de base dans la Ligue nationale ou au baseball, où tu gagnes, je veux dire, ça devrait être 700 000 là, au hockey, là, peu importe. Tu es capable, en faisant attention, tu es capable de vivre 1 an ou 2 là-dessus. Là,
Ah, puis Et t'as un qu'on va méchant dire fonds de que- grève, là, parce que si les gros Non, mais c'est salaires ça. mettent de l'argent dans un fonds de grève pendant plusieurs années, il est bien Exact. rempli, là aussi. Il faut que tout le monde se mette ensemble pour faire la grève. Mettons que tu prends l'UFC, là, tu dis OK, on fait la grève, là, puis ça durera le temps que ça durera. Ben, tu sais, pour les gars comme John Jones, les gars comme les champions, sont corrects. Mais le gars qui se bat pour 10 000 puis 10 000 en pré-carte, là, lui, il ne peut pas se permettre de ne pas travailler pendant un an de temps. Il ne peut pas se permettre de ne pas gagner d'argent. Il ne peut pas se permettre de ne pas se battre. Fait que c'est sûr que lui, il ne veut pas aller en grève. Tu sais, le risque en plus que ça marche, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis en plus, tu penses-tu que John Jones, ça tente de mettre de l'argent dans un fonds de pension pour le gars en sous-carte qui ne connaît pas pantoute? Absolument pas. Il n'y a pas d'association qui peut protéger les combattants. Puis c'est ça le gros problème aujourd'hui dans les arts martiaux mixtes, c'est que l'UFC dit OK, faites-en une association. Je dis, c'est pas nous autres qui vont faire ça. Si vous voulez en faire un syndicat, faites-en un. Sauf qu'il faut que tout le monde se mette ensemble. Puis pour la raison que je viens de vous donner, ça n'arrivera jamais. Pas trop d'incitatifs présentement. Mais je suis d'accord que c'est ça. On le sait qu'ils ont l'argent. C'est le combat que tout le monde veut voir. Est-ce qu'en changeant d'équipe de promotion, en changeant d'agence, ça va être peut-être plus facile les négociations? Ben, Est-ce que chacun de chaque côté va mettre de l'eau dans leur vin? On peut se le souhaiter en tant que fan, en tout cas. Moi, personnellement, là, j'ai pas de source. Moi, je pense que John Jones est en train de parler avec IMG et WME. Je pense qu'ils sont en train de parler avec, justement, parce qu'IMG et WME, c'est une grosse compagnie qui représente beaucoup d'athlètes, des Serena Williams, des Roger Federer, des choses comme ça. Et là, si on est capable d'aller s'entendre avec John Jones... C'est aussi les propriétaires de l'UFC en passant. Là. Exactement, c'était mon prochain point. C'est aussi les propriétaires de l'UFC. Donc là, pierre deux coups pour l'UFC, là. Une pierre deux coups pour les dirigeants de l'UFC. On a dans notre équipe. Et tous ceux qui sont dans cette... tous ceux qui sont représentés par WME et IMG ont tous un léger pourcentage de l'organisation de l'UFC. Ça, il y en a qui connaissent plus, qui ne savent pas beaucoup, là, mais il y a le partage des revenus dans cette agence-là qui est très difficile à rentrer. Il faut que tu sois l'athlète hors de l'ordinaire. C'est pas tout le monde qui Ils ne vont pas accepter tout le monde. C'est un club exclusif. Non, exact. Sauf que, je dis, moi, je pense que c'est ça qui est en train de se faire présentement. Moi, je pense vraiment que c'est ça qu'on essaie, du côté de John Jones, de se faire représenter par les propriétaires de l'UFC. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant au point de vue business, au point de vue affaires. Ce serait intéressant au point de vue sportif aussi. Effectivement, regarde à suivre. J'avais pas vu ça de cette façon-là, mais c'est sûr que je vais garder mon œil. Mon œil de journaliste bien à l'affût. Là. C'est juste la manière dont je m'habille que j'ai de l'air pas intelligent. Là. Je pense à des affaires, des fois. Ça, je te le fais pas dire. T'es quand même solide dans ton genre, c'est vrai. Hey Pat, merci énormément. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on jase. On savait qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On espère que vous avez apprécié ce récapitulatif de l'UFC 261, cette mise en bouche pour le gala de l'UFC de ce samedi. On est de retour la semaine prochaine pour continuer cette superbe discussion. Juste dire, le mois de mai à l'UFC va être complètement ridicule. Je vous invite à aller voir les combats tous les gros combats qui arrivent au mois de mai. S'il n'y en a pas un qui tombe, ça va être un des mois les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC, avec tous les gros combats qui s'en viennent. Je vous invite à aller voir, faites vos recherches. Là. Je ne peux pas les dire toutes par cœur, mais je m'en souviens en une coupe. Ça va être assez débile. Juste l'UFC 262 là, avec Tony Ferguson, Beneil Dariush. J'essaie de me rappeler qui est en finale. Là, en tout cas, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis on va en reparler probablement la semaine prochaine. Et puis la bonne nouvelle, c'est que tous ces combats-là, la plupart sont sur les ondes de la RDS. Donc vous savez où syntoniser pour trouver votre information. UFC hors martiaux mixtes. De votre côté, merci énormément. Merci à tout le monde encore une fois pour votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Bonne semaine tout le monde. Ciao.